Bonjour et bienvenue dans ce cours portant sur la cirrhose du foie. Le plan du cours d'aujourd'hui portera sur un rappel anatomique du foie. Nous allons aussi voir ses rôles. Nous allons aborder la cirrhose du foie et son étiologie, ses symptômes, ses complications, les examens paracliniques y étant rattachés, les soins infirmiers à apporter à une personne atteinte de cirrhose du foie, la prévention et l'enseignement, puis pour terminer, le volet éthique. Le foie est un organe vital. C'est un organe digestif situé dans le cadran supérieur droit de l'abdomen. C'est aussi l'organe le plus volumineux et pèse entre 1 et 2 kg. À quoi sert le foie? Donc, le foie a un rôle métabolique qui vise l'assimilation des substances. Il a aussi un rôle auprès de la production de la bile et la bile aide à la digestion. Le foie sert aussi à détoxifier des substances nocives. Le sang est transporté par le foie afin de détoxifier le sang. Cela évite que les substances nocives soient propagées dans le reste du corps. Qu'est-ce que la cirrhose du foie? La cirrhose du foie est une pathologie hépatique qui survient lorsque les hépatocytes sont détruits et remplacés par du tissu cicatriciel fibreux. Le tissu cicatriciel fibreux comprime la veine porte hépatique, ce qui produit une hypertension portale et au niveau des conduits biliaires du foie. Les dommages sont irréversibles. C'est une maladie évolutive chronique caractérisée par une destruction des cellules du foie. L'augmentation du tissu cicatriciel altère le fonctionnement hépatique. Éventuellement, la fonction hépatique diminue car le foie ne parvient plus à se régénérer. Il y a aussi hypoxie causée par une circulation sanguine insuffisante. L'évolution de la cirrhose est insidieuse et lente. Son étiologie, quant à elle, résulte de dommages chroniques des hépatocytes souvent provoqués par l'alcoolisme, la consommation de drogue, les maladies du foie ou, par exemple, l'hépatite. Il faut prendre note que toute maladie hépatique chronique peut provoquer une cirrhose, mais la consommation excessive d'alcool en est la cause la plus courante. Cependant, certains chercheurs semblent dire que c'est plutôt la malnutrition qui résulte de l'alcoolisme qui provoque la cirrhose du foie. Il y a aussi des facteurs biologiques à prendre en considération. Tel que mentionné auparavant, la cirrhose du foie est une maladie évolutive. À ses premiers stades, la personne qui en est atteinte peut être asymptomatique. Par la suite, lors de la progression de la maladie, la personne peut être victime de perte de poids, nausées, vomissements, de douleurs au cadran supérieur droit, d'asthénie, soit une fatigue, ou des changements dans les habitudes intestinales, par exemple la diarrhée ou la constipation. Dans des stades plus avancés, nous pouvons observer chez la personne atteinte de cirrhose la présence d'ictères, d'édème, d'acide, de démangeaison, un état confusionnel ou des saignements gastro-intestinaux. L'ictère est une anomalie de la coloration de la peau, ce qui lui donne une coloration jaunâtre. La cholestase est la réduction ou l'arrêt du flux biliaire. Comme vu précédemment, la bile est le liquide digestif produit par le foie. Une jaunisse, des urines foncées, des selles claires et un prurite généralisé sont des symptômes qui sont caractéristiques de la cholestase. L'ictère est un jaunissement de la peau, mais aussi du blanc des yeux, qui est la conséquence d'un excédent de bilirubine qui se dépose dans la peau. L'ictère est donc attribuable à la perturbation des cellules du foie et à la compression des conduits biliaires par les tissus cicatriciels. Le foie n'arrive pas à conjuguer ni à éliminer la bilirubine.
Pour ce qui est du prurite, la peau démange, probablement à cause des substances biliaires qui s'accumulent dans la peau. Le fait de se gratter peut endommager la peau. Le foie n'arrivant plus à produire autant de bile, cela entrave la digestion et l'élimination. Il est parfois possible d'observer une couleur brune, telle que le Coca-Cola, dans les urines, qui est due à un excédent de bilirubine excrété par les reins. Les selles peuvent être claires parce que le passage de la bilirubine dans l'intestin est bloqué, ce qui l'empêche d'être éliminé dans les selles. Les selles peuvent contenir trop de graisse, une affection appelée stéatorée, car la bile ne peut pas entrer dans l'intestin pour aider à digérer les graisses des aliments. Il a donc une malabsorption des vitamines et des graisses, ce qui contribue à la malnutrition et à la perte de poids. La vitamine K est aussi mal absorbée, ce qui contribue à l'augmentation des risques de saignement, étant donné que le sang n'arrive plus à se coaguler. Prendre note que les selles graisseuses peuvent avoir une odeur nauséabonde. La splénomégalie est une augmentation anormale de la taille de la rate. Elle survient à la suite de l'accumulation de sang dans la rate en provenance de la veine porte. La rate hypertrophiée peut piéger les cellules sanguines et les plaquettes. Il en résulte une moindre quantité de plaquettes qui aident le sang à coaguler dans la circulation sanguine. En outre, le foie endommagé est moins capable de produire les protéines qui aident le sang à coaguler, les facteurs de coagulation. L'édème périphérique ou lombosacré peut être observé. Ce symptôme apparaît généralement avant la cite. L'édème est causé en partie par une perturbation de la production d'albumine par le foie. La cite est une accumulation de liquide dans la cavité péritonéale. Pour traiter la cite, il est indispensable de diminuer la quantité de sodium ingéré, la prise de diurétiques ou l'évacuation de liquide par parasynthèse, aussi appelée une ponction d'acide. Lors de la ponction d'acide, le médecin introduit une aiguille dans la cavité abdominale pour en drainer le liquide. Cette procédure vise à diminuer la douleur pouvant être associée à l'augmentation du volume abdominal ou des difficultés respiratoires. Cependant, cette procédure est temporaire et doit souvent être répétée. Un autre traitement pouvant être utilisé est l'albumine intraveineuse. L'albumine est utilisée pour maintenir le volume intravasculaire ainsi qu'un débit urinaire adéquat. L'état confusionnel peut être une complication associée à l'encéphalopathie hépatique que nous décrirons un peu plus tard. Les angiomes stellaires sont une dilatation de petits vaisseaux sanguins. Ils apparaissent souvent sur le nez, les joues, le thorax, le cou ou les épaules. Ces dilatations sont en forme d'étoiles. Ils sont causés par une augmentation du taux d'estrogène que le foie ne parvient plus à métaboliser. Pour ce qui est des troubles hématologiques, nous y retrouvons la thrombocytopénie, la leucopénie, l'anémie et les troubles de coagulation. Les trois premiers troubles sont probablement dus à une splénomégalie. Lors d'une thrombocytopénie, le nombre de plaquettes est diminué. La leucopénie est une diminution des globules blancs et peut être expliquée elle aussi par la splénomégalie. Les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges se retrouvent piégés dans la rate, ce qui explique leur diminution dans la circulation sanguine. Une mauvaise alimentation, une malabsorption de l'acide folique, des hémorragies causées par les varices peuvent contribuer à l'anémie. Pour ce qui est des troubles de coagulation, le foie est incapable de produire de la prothrombine et d'autres facteurs essentiels à la coagulation. Il est donc possible d'observer des signes de saignement tels que l'épistaxis, le purpura, l'épétéchie
une tendance à faire des ecchymoses, des saignements au niveau des gencives ou même une augmentation du flux menstruel. La gynécomastie est une croissance bénigne des glandes mammaires causée par des troubles endocriniens. Il se produit une inactivation des hormones corticostéroïdes, estrogènes et de la testostérone. Généralement métabolisé par le foie atteint de cirrhose ne parvient plus à accomplir ses fonctions. Dans la catégorie des troubles endocriniens, il est aussi possible d'observer une diminution de la libido et une diminution de la pilosité. Il existe deux principales complications de la cirrhose du foie. Tout d'abord, il y a l'encéphalopathie hépatique, puis les varices œsophagiennes et gastriques. Les varices œsophagiennes et gastriques sont des complications possibles de la cirrhose du foie causées par l'hypertension portale. La personne ayant des varices œsophagiennes ou gastriques doivent éviter la consommation d'alcool, d'aspirine, d'AINES ou d'aliments irritants. En présence de varices, il faut intervenir rapidement lorsqu'il y a toux ou infection des voies respiratoires. S'il y a rupture de varices, il y a possibilité d'hémorragie. En cas de saignement, il faut stabiliser le client en maintenant la perméabilité des voies respiratoires, en administrant un traitement intraveineux ou des produits sanguins au besoin. Les médicaments utilisés sont souvent l'octreotide, aussi appelé sandostatin, la vasopressine, en concomitance avec la nitroglycérine, et les bêta-bloqueurs. Si les varices ne saignent pas, les études ont démontré que l'indéral réduit le risque de saignement et le risque de décès. L'encéphalopathie hépatique est une détérioration de la fonction cérébrale qui se produit chez les personnes atteintes de maladies hépatiques sévères dues à l'accumulation dans le sang de substances toxiques, notamment l'ammoniac, normalement éliminé par le foie et qui atteint le cerveau. Les substances absorbées dans l'intestin passent dans la circulation sanguine à travers le foie où les toxines sont normalement éliminées. Dans l'encéphalopathie hépatique, les toxines ne sont pas éliminées car la fonction hépatique est altérée. L'administration de lactulose sert à prévenir l'encéphalopathie hépatique. Le lactulose emprisonne l'ammoniac dans l'intestin et grâce à son effet laxatif, favorise son élimination. Les symptômes sont similaires à ceux de la dégradation du fonctionnement cérébral, notamment l'altération du degré de conscience et la confusion. Dans les phases initiales, des modifications discrètes du raisonnement, de la personnalité et du comportement apparaissent. La personne peut présenter des variations de l'humeur et une altération des capacités de jugement. Les habitudes de sommeil peuvent être perturbées. La personne peut devenir déprimée, anxieuse ou irritable. Elle peut éprouver des difficultés de concentration. À toutes les phases de l'encéphalopathie, la laine de la personne peut avoir une odeur sucrée et de moisi. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la personne ne peut pas maintenir les mains en position stable lorsqu'elle tend les bras et présente des secousses musculaires. Les déplacements peuvent aussi être limités et répétés. Ce symptôme s'appelle l'asthérisix. L'asthérisix constitue une manifestation propre à l'encéphalopathie hépatique. Les muscles peuvent avoir des spasmes involontaires ou lorsque la personne est soudainement exposée à un bruit, une lumière ou un mouvement ou un autre stimulus. Ces spasmes sont appelés myoclonies. L'évolution de la maladie fait survenir une somnolence, un état confusionnel et un ralentissement des mouvements et de la parole. La personne est souvent désorientée. Moins souvent, la personne atteinte d'encéphalopathie peut devenir agitée et excitée.
Éventuellement, à mesure que la détérioration de la fonction hépatique se poursuit, elle peut perdre conscience et tomber dans le coma. Le coma aboutit souvent au décès, malgré un traitement. Sur cette diapositive, vous pouvez observer une échelle de gradation de l'encéphalopathie hépatique. Ici, on retrouve le stade 0 jusqu'à 4. L'échelle est élaborée en fonction de 3 critères, dont l'état de conscience, la fonction intellectuelle, les observations neurologiques. Comme vous pouvez observer, dans les stades du début, tels que le stade 0, il peut y avoir une légère altération de l'état de conscience, donc une insomnie, des changements de personnalité, de l'inconscience. Au fur et à mesure que la maladie progresse, nous pouvons observer jusqu'à un réveil qui devient presque impossible. Par la suite, pour ce qui est de la fonction intellectuelle, dans les premiers stades, nous pouvons observer des légers changements dans, par exemple, des habiletés de calcul, un changement dans la capacité attentionnelle ou une désorientation. Le plus que la maladie augmente, nous pouvons voir, par exemple, des propos incohérents ou même aucune fonction intellectuelle. Au niveau neurologique, dans les premiers stades, nous pouvons observer des tremblements, une incoordination ou un léger astérisix. Par la suite, il peut y avoir une aggravation de la fonction neurologique jusqu'au stade de la décérébration. En bref, voici un schéma qui explique les principales manifestations cliniques de la cirrhose du foie. Comme vous pouvez voir, les atteintes sont multisystémiques. Pour ce qui est des analyses de laboratoire, plusieurs changements peuvent être observés. Les tests de la fonction hépatique présentent souvent des anomalies. Les taux d'AST, d'ALT, de GGT et de phosphatase alcaline sont élevés dans les premières phases de la maladie, mais peuvent retrouver des valeurs près de la normalité dans les phases plus avancées. Il est aussi possible d'observer une baisse des protéines et de l'albumine, étant donné que la diminution de leur synthèse est faite par le foie. La bilirubine se retrouve elle aussi augmentée et le temps de prothrombine est augmenté vu l'impact de la cirrhose du foie sur les facteurs de coagulation tels que vu précédemment. Lors de la prise en charge d'un patient atteint de cirrhose, la formule sanguine complète sera aussi demandée afin de dépister l'anémie, la leucopénie ou la thrombocytopénie pour les raisons vues précédemment. Normalement, le foie décompose l'ammoniac en urée. Cependant, l'ammoniac ne parvient pas à être transformé par le foie en urée car ses fonctions sont affectées. Plusieurs épreuves diagnostiques ou thérapeutiques peuvent être utilisées lors d'une suspicion ou d'un diagnostic de cirrhose. Les 3 principales sont la biopsie du foie, la gastroscopie et la parasynthèse. La biopsie du foie consiste à un prélèvement de tissu hépatique à l'aide d'une aiguille à travers la paroi abdominale. La biopsie hépatique peut donner des informations sur le foie qui ne seraient pas visibles avec d'autres examens. Elle est généralement effectuée à titre diagnostique. Les médecins utilisent couramment la biopsie du foie pour détecter plusieurs problèmes reliés à la fonction hépatique, tels qu'un excédent lipidique dans le foie, aussi appelé stéatose hépatique, une inflammation chronique du foie, aussi connue sous le nom d'hépatite chronique, des maladies hépatiques métaboliques, telles que la maladie de Wilson, et l'hémochromatose, qui est une surcharge en fer par l'organisme, des complications suite à une transplantation hépatique et des métastases hépatiques lorsque nous suspectons un cancer s'est propagé au foie. Après la biopsie du foie, il faut surveiller les signes d'hémorragie, de péritonite, par exemple une augmentation de la température corporelle qui pourrait signifier la présence de fièvre, ou des difficultés respiratoires vu le risque de pneumothorax.
Il faut aussi laisser le pansement compressif en place et maintenir une pression au site de la biopsie pendant 1 à 4 heures. Le patient doit rester au lit pendant au moins 6 heures et jusqu'à 48 heures selon les risques. La gastroscopie, le patient doit être à jeun pour passer son examen afin d'assurer la visualisation des voies digestives. Un tube est introduit dans la bouche pour le faire entrer dans l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Après l'examen, il faut surveiller les signes de perforation tels que la douleur, la dyspnée ou l'infection. Il ne faut pas donner d'aliments solides ou liquides tant que le réflexe pharyngé n'est pas restauré, ce qui prend environ 2 heures. Il faut aussi enseigner aux patients que la sensation de ballonnement est normale. Pour la parasynthèse, elle consiste à retirer du liquide de la cavité péritonéale. Elle peut être pratiquée à des fins diagnostiques ou thérapeutiques pour soulager la tension d'une acide qui pourrait causer de la douleur ou provoquer des difficultés respiratoires. Elle est pratiquée à l'aide d'une aiguille qui est insérée dans la paroi abdominale. Avant la parasynthèse, il faut aviser le client d'uriner pour éviter les risques de perforation de la vessie. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Après l'examen, il faut surveiller les signes d'hypovolémie, soit une augmentation du pouls, de la respiration, une diminution de la pression, la présence d'étourdissement et l'altération de l'état de conscience. La cirrhose est permanente et généralement évolutive, mais il est souvent difficile de prédire la vitesse de sa progression. L'issue pour une personne atteinte de cirrhose dépend de la cause, de la sévérité et de la présence d'autres symptômes et de troubles, ainsi que l'efficacité du traitement. L'arrêt de toute consommation d'alcool prévient une progression de la fibrose du foie, mais ne peut pas inverser les lésions déjà présentes. Si la personne continue à boire de l'alcool, même en petite quantité, la cirrhose progresse, provoquant de graves complications. Le pronostic est défavorable en cas de survenue d'une complication grave comme un vomissement de sang, une accumulation de liquide dans la cavité abdominale, telle que l'acide, ou une dégradation de la fonction cérébrale, aussi connue sous le nom de encéphalopathie hépatique. Prendre note qu'il n'existe aucun traitement ne permettant de guérir de la cirrhose. Cependant, il existe quelques traitements qui permettent de ralentir la progression de la maladie. L'approche thérapeutique vise à corriger ou traiter la cause, comme l'alcoolisme, l'utilisation d'un médicament, l'exposition à une toxine ou l'hépatite chronique. Il est essentiel de traiter les complications à mesure qu'elles se développent. Parfois, dans certaines situations, il peut y avoir une greffe de foie. Finalement, la meilleure approche consiste à arrêter la cirrhose dans ses stades les plus précoces en corrigeant ou en traitant la cause. Le traitement de la cause prévient généralement tout dommage subséquent et entraîne parfois une amélioration de l'état de la personne. Il n'existe pas de pharmacothérapie propre à la cirrhose. L'utilisation de médicaments vise à pallier les symptômes de la maladie ou à ralentir la progression. Voici quelques médicaments qui peuvent être utilisés pour soulager les symptômes. Tout d'abord, la vasopressine est un médicament vasoconstricteur qui sert à contrôler les saignements en cas d'hémorragie active. L'Inderal, un bêta-bloqueur tel que vu précédemment, aide à réduire la pression et donc le risque de saignement. Il faut penser aux vaisseaux sanguins comme des tuyaux. Le plus que la pression augmente dans les tuyaux, le plus élevé est le risque de rupture de ces tuyaux. Le lactulose est aussi administré lorsque les taux d'ammoniac sont trop élevés. L'administration de lactulose vise donc à rétablir des taux sanguins normaux d'ammoniac et ainsi prévenir l'encéphalopathie hépatique. Il est souvent prescrit régulièrement, soit environ 4 fois par jour. Il est possible que le patient se plaigne d'aller régulièrement à la selle. Ceci est normal étant donné qu'à la base, le lactulose est un laxatif.
Si le patient a plus de 4 selles liquides par jour, il est possible de valider avec le médecin si la poursuite du lactulose est recommandée. La vitamine K, quant à elle, sert à corriger les anomalies liées aux facteurs de coagulation. Le Pentoloc aide à traiter l'hémorragie digestive haute et diminue l'acidité gastrique. En cas de saignement actif, il est généralement administré en perfusion intraveineuse. L'aldactone est un diurétique épargneur de potassium qui aide dans les cas de surcharge liquidienne et qui aide à relancer la diurèse. L'aldactone peut aussi contribuer à l'hyperkaliémie. Le Lasix, quant à lui, est un diurétique non épargneur de potassium qui peut être utilisé en association avec l'aldactone. Lors d'une prise en charge d'un patient atteint de cirrhose, plusieurs éléments doivent faire l'objet d'une évaluation ou d'une surveillance. Parmi ceux-ci se retrouvent la qualité et la quantité de l'urine et des selles, un bilan ingesta-excreta pour déterminer les risques de surcharge, une pesée quotidienne qui indique aussi la présence possible d'une surcharge, la mesure du pourtour de l'abdomen et des extrémités pour évaluer la présence d'édème ou d'acide, la surveillance des résultats de laboratoire pour déceler les anomalies et la surveillance des signes de saignement tels que l'hématémèse et le méléna. Pour continuer dans la même lignée, il est essentiel d'évaluer la fonction motrice pour déterminer la présence possible d'astérisix. Il faut aussi évaluer l'état de conscience et la fonction neurologique afin de déceler les signes précoces d'encéphalopathie hépatique. Il faut recommander le repos à l'usager et même parfois l'alitement afin que le foie puisse se régénérer. Il faut aussi évaluer l'état nutritionnel pour dépister la présence possible de malnutrition. Il faut aussi évaluer la fonction cardiaque car, étant donné les changements possibles dans les paramètres de laboratoire, tels qu'au niveau du potassium s'il y a prise de Lasix, il faut être en mesure de déceler la présence d'arythmie. Finalement, il est essentiel d'évaluer la fonction pulmonaire afin de déceler les possibilités de surcharge liquidienne au niveau des poumons. Pour ce qui est du volet enseignement, nous allons recommander à la personne de préserver son énergie. Le repos aide à la régénération du foie. On va aussi donner des conseils à la personne pour soulager le prurite. On peut lui recommander des solutions de calamine, des antihistaminiques ou de prendre des bains avec du bicarbonate de soude. On va l'encourager à garder ses ongles courts et propres et d'éviter de se gratter à l'aide de ses ongles. On va éviter les médicaments en vente libre qui sont hépatotoxiques. Nous allons aussi encourager l'abstinence d'alcool. Nous allons lui recommander d'éviter les aliments irritants qui sont épicés et rugueux, qui peuvent endommager davantage le système digestif et augmenter le risque de saignement, tout comme les AINES et l'aspirine. Finalement, nous allons recommander à la personne d'éviter les efforts lors de la défécation, qui peuvent aussi augmenter les risques de saignement au niveau des varices du rectum. Pour ce qui est de la prévention, l'objectif est de ralentir la progression de la maladie. Pour ce faire, il est essentiel d'intervenir sur les facteurs de risque. En présence de malnutrition, il est possible d'encourager une diète haute en calories. La diète doit être élevée en glucides, mais faible ou modérée en lipides. S'il y a présence d'acide ou d'édème, la diète doit aussi être faible en sodium. Il est essentiel d'encourager la diminution de la consommation d'alcool. Aussi, en présence d'obésité, la personne pourrait se prévaloir d'une chirurgie bariatrique selon les recommandations de son médecin. Finalement, la cirrhose du foie est une maladie chronique qui atteint le client non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, social et économique. Des modifications importantes du mode de vie pourraient être indiquées.
surtout si l'abus d'alcool représente le facteur étiologique principal. Advenant que l'alcool est la cause principale de cirrhose, l'infirmière doit fournir de l'information sur des organismes de soutien communautaire tels qu'Alcooliques Anonymes ou encore des centres de désintoxication. Pour conclure, la cirrhose du foie est une maladie ayant un impact sur le plan physique, psychologique, social et économique pour la personne. C'est aussi une maladie qui est régulièrement causée par des facteurs comportementaux tels que l'alcoolisme. Cela soulève parfois aux professionnels de la santé d'être confrontés à leurs valeurs et croyances personnelles. Puis c'est normal, car nous ne sommes qu'humains. Notre approche auprès de la clientèle est appuyée par nos expériences personnelles et connaissances antérieures. Cependant, cela exige aussi que nous nous positionnons face aux soins apportés à la clientèle. Dans certains cas, il faut faire preuve d'advocacy pour notre client, puis dans d'autres circonstances, faire preuve d'advocacy pour les autres. Lorsque les limites de l'éthique sont floues, il devient donc essentiel de se questionner. Je vous présente alors la situation d'Alex Lalonde, qui est âgé de 43 ans et qui est fréquemment hospitalisé par cause de sa cirrhose du foie, qui est assez avancée. Elle consomme régulièrement de l'alcool et ne respecte pas la diète recommandée, malgré les recommandations des professionnels. Alex vous confie qu'elle aimerait être considérée pour une greffe de foie, car elle est tannée des hospitalisations récurrentes. Est-ce que Alex devrait être admissible à recevoir une greffe de foie? Pour faire suite à la situation d'Alex, je vous invite à vous connecter au site Internet suivant afin de participer au débat. Je vous invite aussi à appuyer votre argumentation en réfléchissant aux éléments suivants. Quels sont vos sentiments à l'égard des clients atteints d'une maladie à composante comportementale comme la toxicomanie? Comment procéderiez-vous pour prendre une décision dans ce cas? Croyez-vous qu'Alex devrait bénéficier d'une greffe ou non? Et finalement, est-ce que c'est équitable pour ceux qui sont en attente d'une greffe qui n'est pas causée par l'alcoolisme?